monde. Bonjour. Ça marche, ça, oui? Alors, d'abord, je voudrais vous dire, bien sûr, bonsoir, mais à quel point je suis impressionné de vous voir un vendredi soir ici. Et je sais que vous êtes au travail déjà depuis quelques jours. La jeunesse du Québec, elle est engagée. Elle s'engage de multiples façons et vous le démontrez très, très bien ce soir. Bien sûr, quand je vous vois, je ne peux pas faire autrement que de revenir en arrière puis de me souvenir de l'époque où j'avais à peu près votre âge, autour de la vingtaine, un peu avant, un peu après. Et qu'est-ce qu'était le Québec à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on ressentait? C'était l'époque de toutes sortes de grands projets, que ce soit le métro, ensuite la baie James, l'Expo 67. Oui, j'ai encore mon passeport de l'Expo 67 à la maison. Puis c'est une époque où on ne disait pas « est-ce qu'on peut le faire ?» On ne se posait pas la question « est-ce qu'on a les moyens de le faire ?» On faisait les choses. Les choses se faisaient. Et par la suite, vous savez, ça a bien changé. Alors, ce qu'on doit faire en politique, puis je suis certain que tout le monde ici partage le point de vue, c'est de se préoccuper de ce qu'on va laisser comme outil à votre génération pour continuer la marche du Québec. Et pour avoir des outils, il faut avoir les moyens et les leviers. Alors, ce qu'on a fait au cours des dernières années et ce qu'on veut continuer de faire au cours des prochaines années, c'est de vous donner les leviers nécessaires pour que vous preniez vos décisions, que vous fassiez vos choix pour encore plus orienter le Québec vers la réalité, la société, l'économie du 21e siècle. Et vous avez, bien sûr, déjà en tête de quoi a l'air la société aujourd'hui et peut-être déjà pas mal de quoi aura l'air la société de demain. Je sais également, et je pense que Brian le disait bien tantôt, votre présence en grand nombre ce soir le montre. Moi, je rencontre des jeunes partout au Québec et ce que j'entends, c'est qu'on veut participer, mais on veut avoir de l'impact. On veut être certain que ce qu'on dit a de l'impact dans l'organisation où on est. Vous avez l'occasion ce soir, le 1er octobre, d'avoir de l'impact pour la société du Québec. Mon rôle, je crois que c'est celui de vous transmettre les moyens, la liberté d'action et les leviers pour amener le Québec encore plus loin. Merci. Et la dernière question du premier bloc est pour M. Philippe Couillard. Tu cherches ton verre d'eau? Alors, M. Couillard, question de Kevin Villeneuve-Tremblay, 31 ans, de Louis Hébert. Alors, la réponse? Kevin Villeneuve-Tremblay, 31 ans, de Louis Hébert. De nombreuses recherches et articles de journaux démontrent que la santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire est alarmante. Est-ce que votre parti serait en faveur de la mise en place d'une politique en santé mentale nationale pour la population étudiante universitaire? Oui. On l'a annoncé d'ailleurs lors de notre congrès jeune il y a quelques jours. Vous savez qu'on a une aile jeunesse très influente. Chaque année, elle nous pousse plus loin. Chaque année, elle a été à l'origine de politiques gouvernementales. Et cette année, une des résolutions principales qui a été adoptée, c'est celle précisément sur le sujet que Brian vient d'illustrer, la pression sur les jeunes dans les milieux d'enseignement, surtout collégiaux universitaires, la pression de performance, les situations où de plus en plus les jeunes travaillent en même temps qu'ils étudient ou qu'elles étudient, sont parents en même temps qu'ils étudient ou qu'elles étudient, et sont donc constamment sous pression. Et ça a des conséquences sur leur bien-être, sur leur bonheur, maintenant, certainement, et sur la santé mentale. Alors, nous avons entériné immédiatement cette résolution de notre commission jeunesse. Donc, un gouvernement que je dirigerai va produire une stratégie étoffée, détaillée, chiffrée, avec des moyens pour s'adresser à cette question de la santé mentale dans les milieux d'enseignement postsecondaire. On s'y est déjà engagé et je m'y engage à nouveau ce soir devant vous. Ça m'amène à vous parler un peu de notre commission jeunesse. Évidemment, chaque parti a une aile jeunesse. On en a une, on en est très fiers. Vous savez que la commission jeunesse du Parti libéral du Québec contrôle 33 % et c'est unique au Canada, 33 % des votes pour les principales orientations du parti sont déterminés par la commission jeunesse. Et à chacun de leurs congrès au cours des dernières années, comme je le disais, il y a eu la santé mentale en milieu collégial universitaire, il y a eu l'économie de partage, il y a eu l'innovation, il y a des enjeux qui viennent directement de là. À l'époque, François a parlé de la Fonds de génération, c'est notre commission jeunesse qui a proposé la création du Fonds des générations lors d'un de leurs congrès. Alors, voir ce qui va laisser des traces sur cette génération et la génération suivante. Alors, c'est une façon d'impliquer les jeunes en politique. Je parlais d'impact tantôt. Quand on est dans une aile jeunesse qui a un impact réel sur une formation politique, notre implication, votre implication, a un impact réel sur la société québécoise. Et ça fait partie des choses qu'il faut faire pour vous attirer à participer à la discussion politique, quel que soit le parti que vous choisirez.
j'ai la modestie de penser que Notre Jeunesse est un bon choix. Merci beaucoup. Monsieur Couillard, la prochaine est pour vous. Alors, c'est une question de Tahir El-Meskin, 19 ans, de Masson. Suite aux multiples problèmes qui ont eu lieu en lien avec le système de santé, infirmières, CHSLD, salaire des médecins, quels sont les changements que vous prévoyez apporter au système de santé actuel et quelle est la vision que vous avez, votre vision du système de santé à court et à moyen terme? Tantôt, il y a eu la question de l'avenir du financement du système de santé, de la quantité d'argent public qu'on y investit. La réponse à ça, c'est de développer plus de moyens dans notre société et de les répartir de façon plus équitable. C'est d'avoir, et oui, des finances publiques équilibrées, une marge de manœuvre, parce que sinon, les récupérations des périodes de déficit, elles se font aux dépens des services publics, toujours. Alors, il ne faut pas retomber dans ces habitudes-là, sauf si on a un problème économique majeur. Alors, la première chose, c'est d'assurer un financement constant et prévisible du système de santé. La deuxième chose, c'est d'investir dans des priorités qui donnent des résultats concrets aux citoyens au meilleur coût possible. Par exemple, les services de première ligne, les services à domicile autant que possible, plutôt que les établissements de soins prolongés. On est à 850 millions d'investissements en soins à domicile depuis 2014, c'est un record. Ça permet de retarder le moment où les personnes âgées doivent aller en institution de soins prolongés. Et ça permet également d'assurer des soins partout sur le territoire du Québec. On a un très, très vaste territoire et les soins doivent être donnés également en région. J'ai indiqué dans quelques entrevues récemment qu'avec ces moyens retrouvés, avec les finances publiques qui nous permettent de prévoir pour les 3 prochaines années et même les 4 prochaines années le rythme d'augmentation des budgets de la santé, il faut maintenant se préoccuper bien sûr des services qu'on donne à la population et la même chose s'applique à l'éducation. Mais il faut donner plus d'attention et également une partie des moyens qu'on génère à la qualité de vie au travail des personnes qui œuvrent dans nos réseaux de services publics, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation. Alors, prenons la santé. Un élément qui a beaucoup défrayé la manchette, c'est les conditions de travail des infirmières, notamment le fameux temps supplémentaire obligatoire. On n'a actuellement, pas dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, on a actuellement, depuis quelques semaines, dans plusieurs hôpitaux du Québec, des projets qui essayent différentes formules de nombre d'infirmières par patient pour trouver celle qui, le mieux possible, pourrait éliminer le temps supplémentaire obligatoire ou le rendre exceptionnel. Ces projets vont se faire, ils doivent être financés et par la suite, il faut les généraliser à l'ensemble du système de santé. On parle beaucoup des infirmières, mais moi, je suis préoccupé également par la question des préposés, notamment dans nos centres de soins prolongés. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi dans le système de santé et notamment chez les préposés. Il faut donc rehausser leur qualité professionnelle, leur expérience au travail et se préoccuper d'eux et d'elles. Même chose en éducation. Donc, oui, pour plus de services, plus d'accessibilité, toujours de très bonne qualité, mais également une grosse attention envers les hommes et les femmes qui œuvrent dans nos réseaux de services publics, éducation et santé. Alors, maintenant, le troisième bloc. M. Couillard, vous allez commencer ce tour. Question de Nassim Benkaïdal, 35 ans, de Anjou-Louis-Riel. Quelles sont vos politiques pour l'intégration des immigrants au marché du travail, particulièrement ceux venant d'Afrique du Nord, maîtrisant déjà le français, reconnaissance de diplôme, équivalence, etc.? Alors, question très importante parce qu'on a besoin des nouveaux arrivants au Québec. Saviez-vous que depuis 2006 à 2016, 50 des emplois qui ont été comblés au Québec l'ont été par des personnes issues de l'immigration? Alors, c'est une question qui est importante pour le Québec. Oui, la question de la francisation est importante, on aura l'occasion d'en reparler, mais il faut également aller plus loin dans l'intégration à la société et nous croyons que le meilleur véhicule d'intégration, c'est l'emploi. Il faut envoyer le plus rapidement possible les nouveaux arrivants au travail et en passant, on peut très bien franciser les gens dans le milieu de travail. Et c'est une façon très, très efficace de le faire. On a complètement changé le système d'immigration. Évidemment, c'est passé rapidement pendant l'été dans les nouvelles, mais c'est fini la période du premier arrivé, premier servi. Maintenant, chaque candidat à l'immigration qui demande un certificat de sélection pour le Québec doit écrire une lettre
un peu une lettre de projet, une lettre d'intention. Qu'est-ce que je vais faire au Québec? C'est quoi mes compétences? Est-ce que je serais intéressé, par exemple, à les m'établir dans une région? Vous savez qu'on a un enjeu important d'avoir également des immigrants dans les régions pour nos entreprises. Et c'est sur la base de ce profil et des compétences qu'on va les pairer avec les priorités des villes et de nos différentes régions. Il faut également continuer à améliorer la question de la reconnaissance des compétences. Et en passant, il y a des grandes catégories là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes avec les ordres professionnels. En fait, c'est 15 des immigrants qui ont des enjeux liés aux ordres professionnels. Dans 85 des cas, ce sont des travailleurs spécialisés où il n'y a pas véritablement d'enjeu avec le Collège des médecins et l'Ordre des ingénieurs. Mais pour ce qui est des ordres professionnels, on a créé un poste d'abord de commissaire à l'accès aux professions, une personne indépendante qui vérifie qu'il n'y a pas d'injustice quand les gens demandent l'accès à une profession. On informe les gens le plus possible en amont, maintenant, avant l'arrivée au pays, des conditions à remplir, des stages à faire et de l'évaluation de leurs compétences, qu'elles soient faites, encore une fois, avant leur arrivée. Et on veut encore plus accélérer, bien sûr, cette question de reconnaissance des compétences. Et vous le demandez aux personnes issues de l'immigration parmi nous, la première chose qu'ils nous demandent, c'est d'accélérer la reconnaissance des équivalences, des compétences, des diplômes pour avoir accès rapidement au marché du travail. Alors, c'est la raison pour laquelle, entre autres, moi, je vais répéter encore une fois très, très fortement qu'il faut absolument répéter toujours que la meilleure façon d'intégrer une personne immigrante dans notre société, ce n'est pas de l'éloigner pendant 6 mois dans une salle de classe. C'est de l'envoyer dans un milieu de travail avec ces nouveaux compatriotes québécois qui vont l'accueillir, qui vont l'aider, et on ira lui enseigner le français à l'usine. Je l'ai vu déjà dans plusieurs entreprises au Québec, et on veut que ce soit encore plus facile. Merci. Monsieur Couillard, la prochaine est pour vous. C'est une question de Marie-Pierre Desbiens, 34 ans, de Chicoutimi. Préambule, 2 points. Sachant que les forums jeunesse, des instances de concertation jeunesse régionales ont vu leur financement coupé en 2015. Sachant que les forums jeunesse appliquaient le principe du par et pour les jeunes dans toutes les régions du Québec, favorisant ainsi une participation citoyenne, et sachant que les forums demeurent actifs, avec un appui gouvernemental limité. À quand le refinancement des forums jeunesse régionaux? Alors, comme Brian vient de le dire, il y a encore des forums jeunesse. Il y en a d'ailleurs un qui a un projet actuellement qui est soutenu par le secrétariat à la jeunesse. Nous, ce qu'on a fait, c'est prendre le 10 millions de programmes dans le budget des forums jeunesse et de continuer les programmes. Il n'y a pas $1 qui a été retiré. Par exemple, avec des programmes de stage. Volontaire Québec, un exemple de programme. Par exemple, l'Institut du Nouveau Monde. C'est de là que vient l'argent pour soutenir l'Institut du Nouveau Monde, qui permet d'ajouter une école maintenant à l'école d'été. Et le Bishop College Forum pour les jeunes de langue anglaise au Québec, qui puissent avoir le même exercice que ce qu'on a devant nous. C'est également dans les CJE, les Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on a mis en place des programmes qui sont par les jeunes et pour les jeunes également. Alors, il peut y avoir des changements de façon de faire, mais il n'y a pas eu de retrait d'argent qui était destiné et consacré au programme jeunesse. En fait, la stratégie jeunesse qu'on a déposée il y a maintenant quelques temps, c'est la plus ambitieuse des dernières années avec un budget de 200 millions de dollars pour permettre aux jeunes d'agir sur tous les plans, la participation citoyenne, la santé publique, l'accès à l'emploi, et les organisations jeunesse nous ont recommandé d'ajouter également l'entrepreneuriat chez les jeunes, ce qu'on a fait avec des propositions et des politiques très précises. Alors nous, on va continuer, on propose de continuer de soutenir la jeunesse et leurs organismes, d'ailleurs qui ont été largement consultés pour la politique et la stratégie jeunesse, de continuer ces programmes qui sont très, très importants, de maintenir tous les axes de la stratégie jeunesse qui nous ont été dictés par les jeunes et leurs organisations et s'assurer que ces programmes-là sont mis en place et sont véritablement animés par la jeunesse, ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer de faire. Ce qui est important, c'est le résultat, encore plus que la façon dont on fait les choses. Et la dernière question de la soirée ira à Philippe Couillard. Grégoire René, 22 ans, de Marie-Victorin. Les jeunes n'ont pas eu l'occasion au cours de leur vie de participer aux débats entourant les référendums sur la souveraineté du Québec, d'entendre les arguments de chaque côté, expliqués par des politiciens qui souhaitent accéder au pouvoir. D'où la question, pourquoi l'indépendance du Québec est ou n'est plus un projet d'actualité pour votre parti?
Une autre fois. Une autre fois. Ben, il n'y a rien de tel qu'être clair, hein, que la clarté. Pour nous, le destin du Québec est mieux assuré dans la Fédération canadienne. Notre position n'est pas ambiguë. C'est pas peut-être oui, peut-être non, on verra s'il y a des problèmes, on verra bien, peut-être qu'on pourrait le faire. On croit que la nation québécoise a bien prospéré, y compris pour sa langue, son identité, sa culture, dans le système fédéral canadien qui, à travers le monde, est reconnu comme une belle façon de mettre les peuples ensemble et de faire partager ensemble non seulement les questions économiques, sociales, mais également culturelles. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec cet objectif, d'abord, c'est en tout respect, je vous le signale, en tout respect pour ceux ou celles qui ne pensent pas comme nous. Cependant, on voudrait que le débat se fasse à plusieurs niveaux. C'est très facile de limiter le débat à des questions fiscales. En fait, on peut le faire assez rapidement. Mais pour moi, il faut aller plus loin. Quel type de citoyenneté véhicule la Fédération à un système fédéral? Quelle est la nature de l'allégeance qu'on a à un pays, à une citoyenneté? Il me semble que ça ne peut pas être juste une question de sous. Parce que si les sous vont bien, on est content, puis si les sous vont moins bien, bien, on change d'opinion. Il faut que ce soit plus profond que ça. Donc, je reviens à cette question du choix de type de citoyenneté qu'un régime fédéral permet, qui est basé sur la mise en commun, le partage de tout, dans l'économie, dans la culture et sur les questions sociales. Donc, il faut, je crois, élargir, lorsqu'on a ces débats entre nous, je ne pense pas qu'il semble que ce soit le débat principal pour cette élection. Mais qui sait? Parfois, on a des surprises. Mais je crois que, écoutez, dans cette question, puis je le dis en tout respect, notre opinion, notre choix à nous est clair. D'ailleurs, c'est une de nos valeurs. On a des valeurs au Parti libéral du Québec qui sont en général des couples de compromis et d'équilibre. Oui, on a des valeurs. On est la seule formation politique qui en a nommé. Et c'est en général des couples d'équilibre, comme croissance économique et justice sociale. Et un de ces couples-là, c'est une forte identification au Québec et l'appartenance canadienne. Je suis très fier d'être Québécois, je suis très fier d'être Canadien, et être Québécois, c'est ma façon d'être Canadien. Merci. La démocratie, c'est très, très précieux et c'est très fragile. Regardez ce qui se passe pas loin de chez nous, au sud de la frontière. Si on dit que les médias sont l'ennemi du peuple, on a un problème. Même un petit bout de démocratie, c'est précieux. Même s'il n'y a pas grand monde qui vont voter comme pour les élections scolaires, c'est précieux. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour ça, chez nous. Les rébellions au 19e siècle, c'était pour le gouvernement représentatif et la démocratie. Et bien sûr, ailleurs dans le monde, de façon encore plus importante. Alors, il faut se souvenir que c'est à la fois précieux et fragile. L'autre chose, on vous a tous dit, il faut aller voter. Et là, je vais faire un parallèle surprenant, c'est la question environnementale et climatique. On entend des fois dire par des gens ou des États, bien moi, comme mon impact sur l'environnement n'est pas très grand, je ne m'en occuperai pas. Et ça s'additionne. C'est la même chose pour un vote. Il y a tellement de millions de personnes qui votent, pourquoi j'irai voter? Ça ne changera rien. Chaque vote compte. Chaque vote a un impact. On a de la chance d'avoir la démocratie au Québec. Faisons-la vivre le 1er octobre. Merci.